et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Mon nom est Martine Laval et aujourd'hui, je reçois Michel Bouvrette, auteur de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour Michel. Bonjour Martine. Michel, tu fais partie de l'association et en tant qu'auteur, bien sûr, mais également, tu es très impliqué dans l'association avec diverses tâches, dans le fond, qui nous permettent évidemment d'évoluer dans le milieu de belle façon et on t'en remercie beaucoup. Tu es né à Saint-Jérôme et tu as travaillé, tu es retraité d'Hydro-Québec. Oui, exact. Qu'est-ce qui a fait que de l'électricité, tu te sois venu à penser de ton inspiration? Qu'est-ce qui a été déclenché? Quelle a été l'étincelle ou le choc électrique, ma foi? Le choc électrique pour écrire, hein? Commencer à écrire autre chose que des devis techniques. Oui, parce que moi, puis des rapports et tout ça, j'imagine. Exactement. Puis j'ai été aussi formateur à Hydro-Québec. Donc, j'ai écrit beaucoup, j'ai conçu des cours. Donc, c'était surtout dans le domaine de l'électronique et aussi avec Hydro-Québec, avec tout ce qu'on fait à Hydro-Québec, hein, c'est une grande société. Donc, j'écrivais des rapports. J'écrivais aussi pendant un certain temps un journal de bord, aussi comme un genre de journal intime. Mais ça m'est venu sur le tard, moi, l'écriture. Ça m'est venu des années 2000, 2005, plus précisément. Et je cherchais une façon, peut-être, de donner un petit peu plus ce qu'il y avait de l'intérieur de Michel, pas seulement ce qui était superficiel et tout ça. Donc, j'ai découvert la poésie. Je me suis inscrit à un cours de poésie dans une cuisine avec quelques personnes, tout simplement, et découvrir comment jouer avec les mots, comment on pouvait pas simplement faire du sujet, verbe, complément. Donc, la poésie m'a permis aussi de rentrer un peu plus dans cette dimension-là de l'intérieur, des choses, une autre façon de dire les choses. Donc, c'est venu sur le tard un peu. Mais pourquoi la poésie particulièrement plutôt qu'un texte? Qu'est-ce que ça résonnait en toi? Qu'est-ce qui résonnait en toi dans la poésie? Est-ce que c'était les rimes, comment on appelle ça? Les vers, les pieds. Vers, avec, les pieds, oui. Tu sais, la chanson de la poésie, en fait, c'est là que je veux en venir. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la poésie plutôt que dans le texte? Ouais, de la prose, là. Beaucoup sur le fait de pouvoir jouer avec les mots. Je dois avouer quand même, au début, je jouais avec la rime. On nous avait appris ça à la petite école, on jouait avec la rime. Un poème, ça rime. Ça rime, c'est comme une chanson, tout ça. Même que j'étais allé à un festival, puis j'avais présenté un petit poème comme ça à quelqu'un qui avait gagné un prix. J'ai dit, il m'avait regardé en voulant dire, ouais, ça rime. OK, mais aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Et moi, ce que j'aimais, c'était le choc des mots, de pouvoir mettre les métaphores, entre autres, mais aussi de mettre des mots ensemble, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient ensemble, les mots. Donc ça, c'est ça qui m'a attiré. Puis à travers cette formule-là, je pouvais plus facilement donner de mon émotion intérieure, de mes tourments, de mes nuits, de mes ombres et mes lumières. Donc, c'est ça qui fait que j'ai été plus en poésie. Et la poésie, ça encadre, ou c'est un éventail, un arc-en-ciel de beaucoup de sujets et d'émotions peut-être différentes. On peut explorer peut-être plus de différents champs d'inspiration plutôt qu'un texte sur lequel on est ciblé sur une histoire ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va chercher un plus grand éventail de ce que toi tu ressens? Je trouve que la poésie a un côté universel. Il y a quelque chose qui part toujours de nous. On écrit à partir de nous, de notre passé, de nos expériences, mais ça va chercher le côté universel. Je me suis même aperçu, après avoir écrit des poèmes, il y a des poèmes dans mon livre Écorce et nuits, qui datent de quelques années quand même, avant même ma retraite. Puis quand je les relis aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils s'appliquent aussi à une autre sphère de ma vie. Donc la poésie, c'est très intemporel. Oui. Quand c'est assez ficelé, quand c'est bien ficelé, c'est pas juste de mettre les mots ensemble, parce que on pourrait dire, on met les mots ensemble puis ça donne un poème, mais c'est le ficelage et aussi d'aller chercher le mot le plus juste possible pour... Tu as pris des ateliers, justement. Allons un petit peu plus là-dedans, parce que c'est intéressant aussi d'instruire nos auditeurs et nos auditrices quant au processus poétique. Mais qu'est-ce
quand on suit des ateliers de poésie, comme tu l'as fait d'ailleurs avec notre belle Hélène Dorion, Oui. notre grande poète nationale et internationale, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans un atelier de poésie, par exemple? Moi, ce que j'ai appris, tu parles d'Hélène Dorion, je pense aussi à Louise Dupré, qui actuellement, c'est plus mon mentor. Il y a aussi Michel Ploug qui a été important dans ma vie de processus poétique. On parle beaucoup des 5 sens. On le fait aussi dans les romans, l'importance de toucher aux 5 sens. Et souvent, transmettre l'émotion, si on vient à la base, les sens, les couleurs, on bouge ça. Donc, dans les ateliers, moi, ce que j'aimais, malgré que j'aime pas écrire sous pression, mais on avait toujours des déclencheurs. Par exemple, soit à partir d'une phrase d'un poète connu, une phrase très simple, on part avec ça, et on essaie après ça de sortir quelque chose de cohérent. Mais le travail, il vient après. C'est les heures de travail sur un seul poème, ça vient après, parce qu'essayer de vraiment peut-être changer les strophes de place, des fois fignoler, oui. mettre le poème à l'envers, des fois on a fait ça, puis il y avait plus de sens que dans la structure originale. Okay. Donc, dans des ateliers, on travaille beaucoup avec les sens. J'ai déjà été à la Fédération québécoise de loisirs littéraires à Montréal au tout début. Puis on travaillait avec des fruits. On faisait éplucher une orange, par exemple, puis aller chercher l'odeur, aller chercher la texture, après ça, le goût et tout ça. Et après, ils sortaient des mots, puis on les mettait ensemble. Okay. Et ça faisait... Des fois, ça parlait pas de l'orange, ça parlait de l'humain. Okay. À travers ce geste-là, on va à travers l'humain. Ouais. Oui. Est-ce que, toi qui as expérimenté les deux, donc, est-ce que l'un est plus facile que l'autre? Est-ce que d'écrire de la poésie qui demande peut-être moins, comme dans un texte, dans un récit par exemple, qui demande peut-être moins je ne sais pas comment l'exprimer, peut-être de suivi, d'un fil qui suit, parce que oui, il doit sûrement y avoir un fil conducteur quand même dans la poésie, mais c'est quand même plus court. Est-ce qu'il y a une différence? Où est-ce que où je me situe dans le... Encore aujourd'hui... C'est comme ça que je perçois ça, c'est pour ça que je l'émets comme ça, oui, mais de quelqu'un qui le pratique, ça donne quoi? Mais c'est juste ce que vous dites par rapport au récit. Quand j'ai écrit le récit, je dis « Oh, dans quoi je me suis embarqué? » Parce que moi, ma poésie, c'est des textes courts, hein, justement. Donc, on se dit, le poème en lui-même devrait se tenir, mais un vers lui-même devrait être efficace, il devrait se tenir lui-même, il devrait être transportable, un seul vers. Donc, le côté ardu de la poésie, c'est d'en arriver à être concis, en même temps exprimer autant que 2 pages de texte. Et là, d'où vient, même si des fois le recueil de poèmes, on dit, oh, bon, c'est tout petit, une centaine de pages, mais probablement autant de travail que dans un roman, que dans un récit. Oui, fort certainement. Mais ce qui est le défi en poésie, après, quand on veut faire un recueil, le mot recueil dit recueillir tout ce qui semble aller ensemble pour porter le lecteur vers quelque chose qui va l'intéresser. À ce moment-là, c'est le défi de retoucher des fois même les poèmes pour les mettre ensemble, pour qu'il y ait un fil conducteur. On dit souvent qu'il faut trouver la voix du poète, la voix VOX, pas seulement la façon d'y arriver, mais la voix du poète. Donc, on le retrouve dans... Moi, j'ai lu beaucoup de poésie, puis à un moment donné, on peut prendre un texte qui est sorti d'un livre, on ne sait pas qui est l'auteur, puis on va trouver Hélène Dorion, on va trouver Louise Dupré, on va trouver ça, c'est quand on en lit beaucoup. Oui, il faut commencer à en lire. Hein, oui. Puis entre nous, même quand on fait des ateliers, on est capable maintenant, je suis allé à un atelier de poésie à Trois-Rivières dernièrement, puis les poètes qui avaient l'entour de la table, on est 7, 5 femmes, 2 hommes, puis là, maintenant, on était capable de dire, ce texte-là, il serait à terre, je le prends, puis je sais à qui appartient. C'est qui l'écrit maintenant. Parce qu'on apprend à découvrir le poète à travers le texte. Et sur le plan des lecteurs, quel genre de lecteur lit de la poésie?
plus, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très intéressés, évidemment, à la poésie plus qu'à des récits. Est-ce que ça prend un lecteur particulier pour apprécier la poésie plutôt qu'un roman, par exemple, ou qu'un récit? Moi, j'ai commencé à lire des romans sur le tard, ça aussi. Je lisais pas beaucoup de romans, beaucoup de choses techniques, comme je disais au début. Et quand j'ai commencé à lire la poésie, ce que j'ai apprécié, c'est de me déposer, puis pendant un court texte, j'étais capable de rentrer dans quelque chose d'émotif, d'une émotion. Et je pouvais le laisser après. Ça ne dure pas longtemps, un texte. Mais ça venait rentrer sur une autre étape de la journée, si on peut dire. Donc moi, ce que je dis aux gens, commencez par n'importe quel genre de poésie. Parce qu'il y a de la poésie de, par exemple, Gaston Miron. Quand on lit Gaston Miron, on dit « Hey, c'est quoi? Où on s'en va? » Moi, j'avais de la difficulté à lire ça. Je me suis tourné sur d'autres poèmes, d'autres poètes, et plus des choses du quotidien, si on pourrait dire. Et à ce moment-là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, j'appelle ça, c'est des perles de larmes de la journée. On se permet de se prendre ce temps-là. Donc, les gens qui lisent autant des romans, des récits, des bandes dessinées, quand tu rentres en poésie, c'est juste un moment de calme, on se dépose. Et tranquillement, on a le goût d'en relire après. Je trouve que la poésie s'associe très, très bien à l'introspection. Quand on lit, c'est vraiment une interprétation très personnelle de ce qui est écrit devant nous, comparé à une histoire qu'on nous raconte, c'est ça qui était ça, là, tu sais. Mais la poésie, elle est sujette à réflexion, à inspiration, à interprétation personnelle de ce que quelqu'un d'autre a exprimé. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Tout à fait raison, vous avez raison, parce que je pense l'auteur qui me vient en tête, c'est Jean-François Beauchemin, qu'on connaît. Oui. Jean-François Beauchemin, il écrit des textes, des romans, puis quand on lit son texte, c'est de la poésie. C'est très poétique. C'est très poétique. Il nous fait rentrer dans l'histoire de façon poétique. Donc, on a aussi la prose poétique qui permet, dans un récit, dans un roman, de pouvoir emmener toute cette introspection. Et donc, on la retrouve un peu partout. Un peu quand la poésie, on la retrouve partout, en chanson. Oui. Hein? Comment nos chanteurs, nos chanteuses, ils nous emmènent dans un domaine très poétique. Puis on aime ça parce que ça rime aussi, ça a une cadence, ça a une musicalité. La poésie, ça fait du bien quand il y a une musicalité aussi, même dans un court poème. Oui. Ça, je pense que c'est ça qui fait du bien. Parce que ça vient toucher une fibre sensible, je parlais des 5 sens tantôt, mais c'est ça que ça vient faire, la poésie. Ça vient nous bercer d'une certaine façon dans la journée. Puis, Et avec le prix d'excellence en français Gaston Miron que nous venons de célébrer, en fait, où il y avait poésie et slam rap, on s'est rendu compte d'une chose, évidemment pas parce que c'est nouveau, là, le slam rap. Ça existe depuis longtemps. C'est souvent interprété par des gens, d'ailleurs, qui ne désirent pas chanter, mais ils ont quelque chose à exprimer comme dans une chanson, mais qui l'expriment avec un certain rythme, une certaine façon de débiter ce qu'ils sentent en dedans. Et on s'est rendu compte que vraiment, ça nous emmène dans un type de poésie non rythmée, non rimée parfois, mais ce sont des textes quand même poétiques et qui vont toucher les 5 sens. Alors, poésie, slam rap, chanson, tout ça, c'est un beau tout, n'est-ce pas? Poétique, finalement. Oui, il y a une belle rencontre que j'ai faite il y a quelques années avec David Goudreau. Oui. David Goudreau, qui est devenu un collègue, si on peut dire, un confrère de poésie. Et on était allé à une soirée poésie, une finale sur la slam à Montréal. Puis on est allé à cette soirée-là avec mon épouse, puis on n'était pas tellement dans le domaine, on ne connaissait pas, on commençait à voir ce qu'il en était. Et David avait gagné à ce moment-là le prix pour aller nous représenter en France. Mais cette soirée-là, on a dit « Hey, c'est ça le slam? C'est de la poésie, ça parle de nous, ça parle de soi. » Donc, depuis ce temps-là, on suit tout ce qui se fait en slam. D'après moi, le slam, le rap, c'est de la poésie accessible à tout le monde. C'est de la poésie très expressive, peut-être dans des termes parfois plus communs,
plus actuel, plus peut-être moins recherché, moins précieux, mais tout aussi vibrant. Il y a une dynamique là-dedans qui je parlais de David, puis il y a aussi le slameur ici. On a Marc Sauvageau qui est un bon Oui, slammer. slammer, on a On Samian, a Samiam, oui. puis le travail qu'ils ont Michael. à faire, ces gens-là, pour arriver à un texte qui se tient Oui. en si peu de temps, c'est 3 minutes, hein, un slam. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'en arriver avec cette musicalité-là et le rythme pour tenir l'auditeur en haleine. Oui. Et quand on amène ça chez les jeunes, dans les écoles, ça fonctionne parce qu'il y a ce besoin-là de spontanéité et aussi de rythme. Donc, on pourrait s'étendre longtemps sur Oui. la poésie, puis on va vous réserver un petit moment pour que vous nous lisiez un de vos poèmes. Par contre, je voudrais tomber tout de suite, je voudrais me rendre plutôt, tout de suite dans le livre, le récit que vous avez écrit. Et je veux en parler parce que, encore une fois, nous allons pouvoir profiter d'une expérience initiée par l'Association des auteurs des Laurentides qui s'appelle la réalité augmentée et qui est appliquée sur votre livre Un pèlerin dans la boue. Alors, on va d'abord parler de votre livre qui est en fait votre chemin de Compostelle. Exact. Et que vous avez marché, donc, il y a combien de temps à peu près? Ouais, ça fait déjà 7 ans. 7 ans ouais, déjà, en le 2016, temps passe. Oui, ça va vite. Oui. Et pour lequel, donc, vous avez vécu des expériences très particulières. Le chemin de Compostelle, c'est une expérience assez grandiose en tant que telle, là, mais qui vous... il y a eu toutes sortes de couleurs, en fait, qui se sont ajoutées à ça. Et lors de votre travail de réalité augmentée sur votre livre, on va sentir à un moment donné, on va juste attendre que vous nous le racontiez pour comprendre bien ce qu'on va entendre de la réalité augmentée où vous reprenez votre souffle. Donc, parlez-nous du chemin de Compostelle, en fait, de ce livre qui raconte le chemin de Compostelle. Déjà, le titre, Un pèlerin dans la boue. Il faisait pas beau. Non, on aurait pu prendre la bouette, puis ça aurait... Un pèlerin dans la bouette. Ça aurait été, oui, c'est tout à fait ça. J'ai marché pendant 14 jours, 250 km, donc c'est une belle moyenne. Je ne voulais pas marcher trop, dépasser mes capacités. Donc, mais sur les 14 jours, il y a eu 10 jours de pluie. 10 jours de pluie, c'est beau l'Espagne, mais sous la pluie... Ben, comme tout partout, hein? Les châteaux en Espagne, dans ce temps-là, on les voit dans la brume, puis ça, déjà, ça jouait, parce que moi, j'étais un gars de soleil. Moi, je suis toujours à la recherche de mon ombre. Pas l'ombre côté ténébreux, mais le côté que le soleil projette ma vie sur le trottoir. Donc, je ne la voyais pas, mon ombre. Je la cherchais tout le long de ce chemin-là. Et on était trois amis du Québec, et en plein milieu à mi-parcours du chemin, c'était un de mes amis, il ne voulait plus être mon ami. Je faisais trop penser à son père dans le passé, puis j'étais un petit peu assez directif. Moi, je voulais être là pour découvrir ce que j'étais comme personne, mais la température ne m'aidait pas du tout. J'étais en train là, de me perdre là-dedans. Et moi, un petit travers de l'autre me dérangeait parce que ça venait refléter les miens. Et à un moment donné, j'ai dit, moi, j'en peux plus, il faudrait peut-être qu'on parte. Puis ça, c'est un peu normal. Je suis chemin de Compostelle. Après 5-6 jours, là, on frappe un mur. On se dit, c'est peut-être mieux de revenir au Québec. Hein, des beaux chemins asphaltés, en gravier. Ici, à Tremblant, c'est super beau. Pourquoi s'imposer cette misère-là? Il y a une telle expérience. Et c'est là que ça a été le déclencheur, parce que à travers la difficulté physique, psychologique, morale, j'ai vu qu'on pouvait aller au-delà de nos travers, au-delà de la pluie, du mauvais temps, pour entrer dans une expérience humaine de rencontre avec moi-même puis avec l'autre. Et le lâcher-prise à travers ça. Donc, à un moment donné, on peut le voir aussi. J'aimerais beaucoup, là, maintenant qu'on passe à la réalité augmentée. Est-ce qu'on va voir ce que ça donne comme, justement... Alors, je vous rappelle simplement que la réalité augmentée, c'est quelque chose qui se déclenche sur Artivive, donc l'application Artivive. On l'a expliqué l'émission juste précédente avec Joanne Turcotte. Et en étant sur cette application et en mettant son téléphone ou sa tablette sur quelque chose du livre, soit la couverture, soit un dessin ou quoi que ce soit, ça déclenche quelque chose. Et pour Michel, voici ce que ça déclenche. Et là, ça devrait être la page frontispice du livre. Donc, on le voit.
prendre mon souffle. Difficile, mais j'y arrive. C'est fou. Alors voilà, c'est... Oui, c'est quelque chose. Alors là, c'était un moment, j'imagine. Est-ce que tu veux nous raconter les circonstances Ouais. de pourquoi tu as choisi dans toutes tes photos et tes films, pourquoi tu as choisi de présenter en réalité augmentée cet extrait particulièrement? On m'entend respirer. Oui. Et ça, c'est vraiment capté là-bas. C'est vraiment... J'avais mon téléphone cellulaire, oui, oui. Puis j'aimais prendre des photos, prendre des moments. Puis là, je montais. Et on est monté à 1500 mètres, puis je ne suis pas un gars de montagne. Je manquais vraiment de souffle. Et je voyais, ça n'avait pas d'allure, là. Je manque de souffle, il ne fait pas beau. On le voit aussi dans des petites vidéos. Je cherche mon ombre et tout ça. Et on voit qu'à l'apogée, on arrive aussi à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ce qui est important, c'est que le manque de souffle, le manque de capacité à aller plus loin me fait réaliser que j'étais en train de découvrir quelque chose sur moi-même. Puis il fallait lâcher prise sur la nature, sur la température, puis aussi sur les difficultés que je vivais avec les autres. Et à un moment donné, dans cette montée-là, je me suis arrêté. Puis à chaque fois que j'en parle, ça me touche. Je me disais, pourquoi je marche? Pour qui je marche? Et je me disais, aujourd'hui, c'était le 8 mai 2016, je me disais, pour qui je marche? Et on s'était déjà entendu avec une cinquantaine de personnes ici au Québec, que pendant qu'on marchait là-bas, eux, ils marchaient au Québec. Donc, cette journée-là, je marchais pendant que ma fille marchait, ma fille Marianne. Et quand j'ai découvert, je me suis arrêté, je marche. Qui tu marches? Je marche avec Marianne. Marianne, OK, est importante dans ma vie, voilà. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est pour ça. Je suis dépassé vers les événements, mais je sais qu'elle fait son bout de chemin ici au Québec, en décalage horaire, bien sûr. Et ça m'a touché. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris mon crayon, j'avais toujours un pad, un livret, puis j'ai écrit un poème à ce moment-là. J'en ai des poèmes dans ce livre-là aussi, parce que ça parlait de l'émotion. Et c'est pour ça que c'est ça que j'ai mis sur ma page de réalité augmentée, parce que c'est ça qui m'a le plus touché et qui a fait changer le reste du parcours. Donc, je le dis toujours avec cette émotion, puis c'est ça, c'est ce que j'ai vécu. J'ai une question avant qu'on tombe, qu'on arrive à lire un poème. Moi, j'ai une question particulière parce que je connais en fait le tourment qui s'est passé en fait dans ce chemin de Compostelle. Et je me pose une question. Est-ce que le chemin de Compostelle n'est pas un chemin qu'on devrait toujours marcher seul? Est-ce que ce n'est pas un chemin auquel on doit faire face à nous, face à soi? Bien, tout à fait raison. Là, vous êtes parti avec des amis, ça a viré un petit peu à la boue. Mais est-ce qu'en partant, ce n'est pas une étape qu'on doit franchir seul dans la vie? C'est soi-même avec les autres. Donc, on doit le faire. Si les gens partent en groupe, des fois, des groupes organisés. Je regarde Bottes et Vélo fait ça. Puis les gens sont bien accompagnés, puis c'est bien organisé. Mais ils leur disent tout le temps, soyez avec vous-même. Respectez votre rythme, respectez ce que vous êtes. Puis, vous avez le goût d'en parler avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, vous n'avez pas le goût, vous ne le faites pas. Moi, après l'expérience, je suis allé avec 2 amis qui l'avaient déjà fait. Ah. Ça rassurait les choses. Et je me disais, OK, eux autres ont l'expérience. Mais moi, je n'avais pas vécu l'expérience seulement moi-même, avec moi-même. Et donc, si j'avais à refaire, je le referais seul. Et ça, je le dis, puis c'est pas parce que j'aime pas. Mes amis sont là, puis je serais content de repartir, mais avec eux, mais seul.
C'est drôle à dire. Oui, ce serait un autre état d'esprit. Là, ça a cassé la glace. Vous avez marché dans la boue, mais là, maintenant que c'est fait, vous repartiriez peut-être par grand soleil avec votre ombre. Oui, exactement. J'aime bien cette image. C'est très poétique, ce que vous dites là. Un poème. Oui. Un poème, Michel. S'il y avait un poème à lire, lequel ce serait? Dans ce livre-là, Écorce des nuits, parce que Écorce des nuits, ça fait un peu déjà poétique, mais écorce, pour moi, c'est l'être humain. Hein? C'est les couches qu'on accumule dans notre vie. Donc, on est comme un peu un arbre. Et dans ce livre-là, ce recueil, j'ai écrit beaucoup sur le temps, sur l'amour, sur l'espérance. Alors, mais il y aurait sur le temps. Donc, le poème, c'est « Le temps perdu ». Je me laisse porter par le temps. Horloge aux allures de statue de sel. Le temps est arrêté. Il n'y a plus de place pour le temps qui m'attend. Au croisement des secondes, qui se donnent rendez-vous, rendez-vous souvent manqué. Je me surprends à attendre le temps perdu, tant attendu. Ode à la vie du temps perdu. Entends-tu le temps qui t'attend? Ah. Donc, on voit un peu de musicalité, t'attends, le temps, là, tout ça, mais ça parle beaucoup. Moi, le temps, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce qui est sur la table de travail, Michel? Actuellement, bon, je vous ai parlé que je suis des ateliers de poésie, puis on est un petit groupe qui s'entraide. Des fois, on pense que le poète est isolé dans son petit coin, oui, mais je trouve que c'est le fun c'est plaisant de travailler avec des gens pour confronter un peu nos poèmes, pour s'entraider et aussi je veux dire, se supporter, parce que la poésie, elle peut être collective aussi. Donc, je suis en train de travailler depuis 2 ans facilement sur un nouveau recueil. Un nouveau recueil de poèmes. Un nouveau recueil de poèmes que je retarde d'une année à l'autre, mais d'ici fin 2023 ou 2024 qui pourrait être disponible. Et ça va parler beaucoup sur les saisons, au sens propre et au sens figuré, dont la saison aussi, j'arrive en âge, donc tranquillement, on va aussi aller vers une 5e saison. La saison de l'être. Oui, c'est ça exactement. Et donc, par exemple, j'ai un poème qui s'appelle « Face au miroir », qui va être dans ce nouveau recueil. Bien, alors, on va l'attendre avec impatience. C'est tout le temps qu'on a, Michel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour la poésie. Merci pour Compostelle vécu autrement et avec des réflexions, parce qu'il y en a beaucoup de livres sur les chemins de Compostelle, le chemin de Compostelle, mais tout le monde le vit vraiment à sa façon. Alors, au plaisir d'une autre rencontre à Du Livre au cœur. Au revoir.